Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous suivre depuis le palais de Koulouba à Ouagadougou. Je suis Lalia Mardia Koulibaly, journaliste présentatrice à Deni Voice et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission spéciale avec une personne tout aussi spéciale, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré himself. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Excellence Monsieur le Président. Cet entretien est une première dans notre pays et nous vous remercions pour votre disponibilité à parler aux enfants et avec les enfants. Je ne suis pas seule pour conduire cet entretien, je laisse chacun se présenter. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Je me nomme Warren Ashken Ninkema, journaliste reporter à Défi Junior. Bonjour. Je suis Keita Abdourahman. Je suis correspondant scolaire et journaliste présentateur à Deni Voice. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Je m'appelle Yaro Leila Rosine, journaliste à Défi Junior. Merci chers camarades. Excellence Monsieur le Président de la transition, qu'est-ce que ça vous fait d'être interviewé par les enfants journalistes? D'accord, bonjour à tous et merci d'être là. Je dois dire que je suis ému d'abord. C'est la première fois aussi que je rencontre des enfants journalistes avec un art oratoire sans pareil. Félicitations à vous. Ça me fait beaucoup de plaisir et je pense que ce serait un moment d'échange entre nous et que vous pourrez apprendre beaucoup de choses donc à l'issue, aussi bien que moi aussi, d'apprendre beaucoup de choses de vous. Merci Monsieur le Président. Nous aussi sommes heureux d'avoir ces moments avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance et de votre parcours professionnel avant d'être président de notre pays? Je suis né dans un village qu'on appelle Kera, qui se situe dans la boucle du Mouhou, où donc j'ai passé une partie de mon enfance, mais surtout une grande partie à Bondupi, qui est à 15 km de Kera environ. Mon enfance, je n'ai pas grandi forcément dans une famille aisée. Et il y a beaucoup de choses qu'il faille comprendre en tant qu'enfant. Ce qu'il faut surtout retenir, et c'est l'occasion pour moi ici de remercier les parents. À votre âge, ce n'est pas évident, mais quand j'étais à votre place, ce que j'ai retenu plus de mon père, c'est à chaque fin du mois quand je le voyais avec son ardoise en train de calculer. Chaque fin du mois, il calcule et quand il a pris sa retraite, c'est chaque 3 mois, il calcule. Mais plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'est-ce qu'il calculait. C'est difficile, lorsqu'il y a le salaire, et de réfléchir à comment nourrir les enfants, comment les scolariser, comment les soigner, comment les habiller. Voilà un peu les calculs qu'il faisait. Donc c'est pour vous dire que les parents, ils se soucient beaucoup de nous, ils se battent pour nous, et vous ne pouvez pas imaginer combien. Beaucoup d'entre vous, quand vous serez grands un jour, vous comprendrez. Nous, il a fallu qu'on grandisse et pouvoir rendre hommage à nos parents aujourd'hui. S'il y a aussi quelque chose que j'ai appris du papa, il y a une phrase qu'il nous disait chaque fois à la maison: exécution avant réclamation. Parce qu'il fut militaire aussi, avant de devenir plus tard infirmier. On l'obéissait et on faisait ce qu'il nous demandait de faire. Et même si on ne voulait pas le faire, il faut d'abord exécuter et plus tard, vous le faites comprendre. Il y a un certain nombre de valeurs que les parents nous ont inculquées. En ce qui concerne d'abord l'intégrité, l'honneur, la dignité, ce sont des choses qu'on a appris avec eux et qui nous ont forgés et qui nous ont permis peut-être d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Comme je dis, les parents n'étaient pas forcément aisés, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller mendier, ce n'est pas pour autant qu'il fallait pleurnicher ou aller mentir ou voler. C'était interdit, strictement interdit. Donc il y a un certain nombre de valeurs, malgré donc, que vous n'êtes pas forcément aisé, mais vous devez incarner. La solidarité, par exemple, on nous apprenait toujours à partager avec les autres. Et je pense qu'il y a eu des moments où
peut-être qu'on n'était pas en bonne phase, on était enfant, on ne comprenait pas. Pourquoi la maman, vous savez qu'au village, les enfants des autres peuvent venir passer 1 an, 2 ans avec vous pour étudier ou voilà. Ceux qui quittent les plus petits villages et reviennent en ville. Donc, quand elle nous donnait 2 gâteaux, peut-être qu'elle donnait 3 gâteaux à l'enfant de l'autre. Et nous, bon, en tant qu'enfants, ça nous faisait un peu jaloux. Pourquoi vous ne nous donnez pas peut-être la même chose? Pourquoi même prendre mieux soin de l'enfant de trucs que ses propres enfants? Elle nous disait toujours que vous comprendrez quand vous serez grand, le jour où vous ne serez pas peut-être à côté de nous. Étant grand, on comprend. Et on a appris à partager aussi avec les autres. C'est dans ça que nous avons été forgés. Et moi particulièrement, j'ai fait beaucoup de tâches ménagères, hein. Ce qu'on dirait peut-être les tâches des filles. J'ai aidé ma maman à laver ses assiettes, à vendre ses beignets et tout. Les gens se sont peut-être moqués de moi, les camarades à l'école. Mais c'était une manière pour moi de la soutenir. Parce que ce n'est pas facile de la voir se lever à 5 h du matin. Voilà, chaque jour, faire ses beignets pour aller à l'école. Moi, la récréation, j'étais le premier, je courais à rejoindre l'emplacement, je l'aidais à vendre ses beignets. Les camarades peuvent se moquer et tout, mais voilà, je l'aidais comme je pouvais. Donc c'est un peu ce qui a marqué la toute petite enfance. Je me suis retrouvé à 14 ans libre. Quand j'ai dit libre, je me suis retrouvé tout seul à bobo, libre de faire ce que je veux. Mais on n'est pas enfant par l'âge, c'est dans la tête. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait prendre sa vie au sérieux. Parce que quand je dis libre, à 14 ans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez le choix d'être paresseux, de ne plus travailler, de ne plus aller à l'école, mais aussi de continuer à poursuivre. Parce que depuis le primaire, on vous dira peut-être qu'on a toujours été premier de classe, mais ce n'est pas pour zéro parce que le papa, il ne s'amusait pas. Il prenait tout son temps pour nous instruire à la maison. Et les week-ends, lorsqu'il te donne un problème ou des opérations ou une dictée et que tu n'as pas réussi, tu ne manges pas le petit déjeuner. Voilà un peu comment ça se passait. Mais ça nous a forgés et ça fait de nous aujourd'hui les hommes que nous sommes. Et nous souhaitons pouvoir être à la hauteur et transmettre cela aux enfants que vous êtes. Et je pense que chaque parent devra donner le meilleur de soi-même et vous aussi d'être reconnaissant et de reconnaître donc le travail que les parents font pour nous soigner, pour voilà, prendre soin de vous. Voilà un peu résumé, je peux dire ma tendre enfance, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a vécu. Votre parcours professionnel. Il faut dire qu'il y a une chose aujourd'hui, je suis le chef d'État, mais j'étais, comment je vais dire, j'ai fait le primaire, le secondaire, l'université comme tout le monde. Mais l'amour d'être militaire m'a toujours habité. Comme je l'ai dit, le vieux était militaire avant d'être infirmier. Depuis l'enfance, ces rangers, ces casques lourds qui étaient à la maison, je les portais. Donc, je sais qu'il savait que j'ai l'amour du métier, mais la maman n'a jamais souhaité avoir un enfant militaire. Et au CM1, j'ai fait le concours de l'excellence. Et au CM2, il y a mon maître qui voulait coûte que je passe le concours de Britannique. Mais la maman s'est opposée farouchement. Elle a vu la souffrance sûrement du papa en tant que militaire, donc elle ne voulait pas qu'un de ses enfants soit militaire. Elle a refusé. J'ai continué à bosser. J'ai un penchant scientifique, ce qui a fait que j'ai fait une filière scientifique jusqu'à l'université, où j'étais en géologie. Voilà. Après le bac, j'ai souhaité encore rejoindre l'armée, mais elle a refusé. Mais quand elle me refusait quelque chose, je ne pouvais pas forcer, parce que si tu forces, ce n'est pas bien. Donc j'ai continué. En année de maîtrise encore, à l'université, je l'ai encore demandé. Je l'ai dit, c'est l'armée que je veux. J'étais bien en géologie, je pouvais faire ce que je voulais. Voilà. J'avais beaucoup de possibilités de bourse, parce que je n'étais pas quand même dernier de classe. Voilà. Mais c'est en année de maîtrise qu'elle m'a donné l'autorisation. Et j'ai fait le test de l'académie. Je suis allé faire ma formation et voilà, je suis devenu officier de l'armée.
moi j'étais convaincu, si elle m'a donné sa bénédiction, elle m'a dit de le faire cette fois-ci. Donc j'étais convaincu et je savais ce que je faisais. C'est pour vous dire que, comme je disais, 14 ans, vous vous retrouvez tout seul dans une grande ville, c'est pas facile. J'étais au lycée mixte Dakarville, par exemple au secondaire, mais je logeais à Sarfalao, qui fait environ 7 km. Mais je vous dis que j'ai marché pendant un bon moment. Matin et soir, je marchais, je revenais, jusqu'à ce que peut-être il y a un ami d'un grand frère qui m'a prêté son vélo. Mais je croyais en ce que je voulais. C'était, comme moi je dis chez nous, c'est une conviction. Ce que le papa nous a appris depuis l'enfance, comme je vous dis, il nous encadrait. On avait toujours envie d'être meilleur. Et ça fait qu'on ne lâchait pas. L'objectif, c'était d'être toujours meilleur à l'école. Et ça fait que rien n'a pu nous détourner. Et l'éducation qu'on a reçue, même si on ne mangeait pas, ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Oui, parce que les 3 années, le secondaire, ça n'a pas été aussi simple. Ça a été un peu difficile. Un repas par jour, très souvent. Mais ce n'est pas grave. Je cuisinais moi-même, je faisais tout moi-même. Mais il fallait être concentré sur l'objectif. Ce qui m'importait, c'est qu'en fin de trimestre, voilà, je dois avoir telle moyenne et c'est tout. Donc c'est ce qui nous a guidés, si je peux dire. Est-ce que ça vous satisfait ou bien je dois vous détailler encore certains points qui vous ont... Non, merci, ça suffit. D'accord. Je passe la parole à mes collègues pour la suite de l'entretien. D'accord. Monsieur le Président, l'on constate que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas à l'école à cause du terrorisme. Que prévoyez-vous pour accompagner et faciliter leur scolarisation? Vous avez parfaitement raison. Beaucoup ont été déscolarisés de force à cause donc de ce phénomène qui nous endeuille. Je pense qu'à cette rentrée, nous avons pu quand même faire ouvrir beaucoup d'écoles. Mais il faut dire que l'ambition pour nous, c'est de pouvoir créer des écoles modernes. Des écoles modernes en ce sens qu'il faut d'abord créer de vraies agglomérations où il faut créer toutes les structures socio-professionnelles. Et l'école fait partie. Nous réfléchissons tous les jours à créer des écoles modernes. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui ne peuvent pas retourner où les gens ont dû abandonner. Actuellement, les gens sont dans certains centres. On a créé un cadre pour que les gens puissent étudier. Mais ce n'est pas le meilleur cadre pour nous. Donc, nous souhaitons faire retourner les gens dans les grands centres, mais nous souhaitons créer des écoles modernes, c'est-à-dire où les enfants peuvent s'épanouir. Il ne s'agit pas d'avoir une classe avec des effectifs de 100 et quelques assez pléthoriques où les instructeurs ont du mal à instruire. Sinon, cela existe déjà. Nous avons mis un certain nombre de conditions. Mais l'objectif, c'est de créer vraiment, de construire des écoles modernes. Cette année, on a pu construire quelques écoles dans certaines villes déjà. C'est vrai que les gens n'ont pas l'information, mais peut-être que bientôt le reportage sera fait. Des écoles ont été construites avant même les vacances, dans certains centres où il y a eu assez de déplacés. Mais l'objectif, lorsque nous ramenons les gens dans leur école, nous voulons créer de nouvelles écoles où les enfants vont apprendre et être très bien épanouis. Donc ce processus aussi est en cours. Nous avons ouvert beaucoup d'écoles à cette rentrée-là. Donc beaucoup d'élèves ont repris les cours. Beaucoup de centres qui étaient fermés ont repris. Mais nous sommes dans le processus de construire de nouvelles écoles modernes pour que les enfants puissent étudier et avoir les mêmes chances que ceux qui sont dans les zones non affectées. Excellence, Monsieur le Président. On aimerait bien savoir que fait le gouvernement pour garantir la protection des droits et la sécurité des enfants au Burkina Faso. Je pense que c'est la mission principale du gouvernement. Tout le combat que les gens mènent, c'est pour garantir donc, les droits des enfants, si je peux dire. D'abord, le droit à la vie qui est un droit pour tout le monde. Tout le monde a droit à la vie. Donc tout ce que nous mobilisons, tout ce que nous faisons actuellement, c'est de combattre ce terrorisme-là. C'est pour garantir d'abord le droit à la vie. Et qui dit droit à la vie, droit à la protection donc des enfants. Vous voyez, lorsqu'un père prend les armes, généralement pour combattre le mal, ce n'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour vous les enfants. S'il prend l'arme et qu'il fait face à l'ennemi, il est prêt à mourir, mais c'est pour assurer donc votre protection, c'est pour vous protéger.
Donc c'est notre devoir de créer ces conditions pour que les hommes puissent se battre, mais assurer la protection donc, des enfants que vous êtes. Aujourd'hui, nous vivons une situation, mais nous espérons que vos vies soient meilleures que les nôtres. Que ceux qui n'ont pas droit à un certain nombre de privilèges aient ce droit-là demain. Parce que nous sommes convaincus que cette condition peut être réunie au Burkina Faso. Donc nous devons combattre ce mal, assurer votre droit à la vie, qui est le droit élémentaire, assurer donc votre protection, mais aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs, parce qu'il n'y a pas que le droit. Je crois que vous le savez bien, l'a dit, les droits et devoirs. Autant on assure vos droits, on met tout en œuvre pour que vous puissiez exprimer et faire vos devoirs. Donc c'est la tâche primordiale du gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez grandir et vous éduquer dans des conditions assez sereines. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question à peu près? Merci beaucoup. D'accord. Monsieur le Président, on constate qu'il y a beaucoup d'enfants vivant avec un handicap qui ne sont pas scolarisés par manque d'école adaptée ou parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens. Que pouvez-vous faire pour résoudre ce problème? Vous avez parfaitement raison. Et nous avons aussi fait les mêmes écoles. Et comme vous le dites, on a souvent constaté qu'on ne fait pas trop attention à ce volet-là depuis un certain temps. Nous avons fait des écoles où, par exemple, pour ceux qui sont handicapés moteurs, on n'avait pas prévu rien que les rampes pour les permettre d'accéder à l'école et tout ça. Mais je pense que ce sont des choses qui sont en train d'être rattrapées actuellement. Et comme je vous parlais tout à l'heure, nous sommes en train de vouloir construire des écoles modernes. Il y a ceux, par exemple, les handicapés moteurs, ils auront leurs droits élémentaires qui peuvent être respectés dans ce genre d'école. Handicapés visuels, je pense que le braille est en train de se développer. Donc il y a beaucoup de facteurs que nous sommes en train d'étudier pour intégrer dans ces écoles modernes dont je parle. Il faut prendre en compte justement les enfants vivant avec les handicaps pour qu'ils ne se retrouvent pas en marge. Et ceux qui n'ont pas les moyens, je veux vous dire quelque chose, l'objectif est de rendre l'école gratuite. Il y a beaucoup de pays où l'éducation est gratuite. Ici, c'est possible. C'est possible parce qu'on a passé le temps à nous faire comprendre, comme je l'ai dit, que nous sommes pauvres, mais nous nous rendons compte que nous ne sommes pas pauvres. C'est la gouvernance le problème, et je pense que c'est ce pourquoi nous nous sommes révoltés, et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour créer les conditions pour que ces questions, vous ne puissiez pas les poser dans les années à venir et dire que les enfants en situation de handicap, s'ils n'ont pas les moyens, l'éducation doit être un droit, c'est un droit et ça doit être une réalité. Et ça doit être gratuit. Le rêve, c'est d'y arriver. Beaucoup de pays le font aujourd'hui. Pourquoi au Burkina Faso on ne pourrait pas le faire? Donc notre combat, c'est de pouvoir rendre l'éducation gratuite, donc il n'y aura pas question de moyens, et de mettre toutes les conditions pour que vous vivez avec un handicap ou pas, que vous puissiez donc bénéficier de l'éducation. Vous pouvez être rassuré sur ça. Je réponds un peu à la question. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous. À présent, je vous invite à regarder un micro-trottoir que nous avons réalisé. Les enfants partagent avec nous leurs rêves pour le Burkina Faso. Ils ont été interrogés par Faisal Soré et Nadi Traoré, journalistes à Deni Voice. Je m'appelle Baga Divine Lorissa Terawan. Mon rêve pour le Burkina Faso, c'est que les gens respectent les grandes personnes et les autorités. Je m'appelle Wedroro Gladys. Mon rêve est d'être docteur parce que je veux soigner les gens qui sont malades. Je veux que le Burkina Faso soit en paix et personne ne soit malade au Burkina Faso. Je m'appelle Comporé Olivier. Mes rêves, c'est être député, travailler pour développer le pays. Je m'appelle Gwen Fatimata. En tant qu'enfant, je veux que tous les enfants aillent à l'école sans avoir peur, que tous les déplacés internes puissent retourner dans leur village, qu'il y a beaucoup de nourriture au Faso. Je me nomme Pedro Aboubakar Sidik. Je me rêve pour que le Burkina Faso soit en paix et que je puisse aller à l'école pour devenir demain un infirmier et que le Burkina Faso se développe.
Je m'appelle Soulama Djouma Dole Ole Afai. Ce que je veux pour le Burkina, je veux que la paix revienne au Faso, que chaque enfant ait une famille, que les filles ne soient pas forcées de se marier, que les enfants soient scolarisés. Je m'appelle Mouare Abdouraou Fridouane. Dans le futur, je vois un Burkina meilleur. Je veux la santé au Burkina. La santé, le bonheur, la paix et plus de gars. Je veux que tous les enfants du Burkina Faso aillent à l'école. Monsieur le Président, réaction après ce que vous venez de voir. Il y a un de vos camarades, c'est Ridouane, c'est ça, qui dit qu'il rêve d'un futur, du Burkina Faso, où il y a le bonheur, la paix. Il a résumé beaucoup de choses. C'est aussi notre rêve. Beaucoup parlent de la paix, retourner à l'école et tout. Je vois que vous n'êtes pas des enfants dans l'esprit. La situation vous a rendu adulte. Et c'est tout ce que nous avons comme conviction aussi. Il faut que la paix revienne, que vous retournez à l'école, que chacun retrouve ses camarades, que vous puissiez communier, que vous puissiez partager, que vous puissiez vivre l'enfance. Nous avons vécu plus ou moins en paix. Et si aujourd'hui les enfants n'arrivent pas à vivre ce minimum d'amour qu'ils ont pu partager là, ça me met mal à l'aise. Donc le combat, c'est de ramener cette paix-là. Et aussi, comme il a dit, un avenir meilleur, le bonheur, le développement, c'est possible. Parce que je peux vous assurer que vos enseignants et en tout cas les pédagogues sont à pied d'œuvre pour créer les conditions pour que vous puissiez apprendre le Burkina réel. Parce que ce que nous avons appris, ce n'est pas forcément bien pour la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on ne vous dit pas toutes les potentialités du Burkina. Il faut qu'on puisse vous enseigner cela. Donc vos manuels scolaires vont sûrement changer. Les gens sont à pied d'œuvre pour inscrire dedans les réalités. Nous avons appris beaucoup de mensonges, parce que c'est ce que l'impérialisme a voulu qu'on apprenne. Mais nous voulons changer cela avec vous. Que vous appreniez les réalités du Burkina et qu'on puisse se mettre au travail ensemble et pouvoir faire sortir le pays de cette situation. D'accord? Et c'est bien possible. Manger à sa faim, c'est possible. Il l'a dit. Est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui à l'école font, par exemple, le jardinage? Nous, je sais que chacun avait une partie dans le jardin de l'école. Matin et soir, on arrosait nos arbres. On faisait beaucoup de choses de façon pratique. Et c'est une manière d'apprendre l'agriculture tout petit. Et ça peut aider, contribuer à ce qu'on soit autosuffisant. Donc chaque enfant doit manger à sa faim. Un enfant ne doit pas avoir faim. Donc c'est le combat que nous menons. Je suis très ému et je suis très content que vous pensiez la même chose. D'accord? Nous sommes encouragés ainsi. Vous êtes un vrai leader, un exemple pour nous les enfants. Chaque jour, nous voyons à la télévision les combats que les FDS et les VDP mènent sur le terrain contre les terroristes. Quelle est la situation actuelle de la lutte contre les forces du mal? La situation actuelle, nous ne souhaitons même pas que vous voyez certaines choses, mais ce que je peux dire, ce n'est pas un plaisir de tuer, comme on le dit,
ce n'est pas bien. Mais s'il y a des gens qui sont venus au Burkina et ont commencé à tuer des Burkinabés, on a le droit de se défendre, de les empêcher de tuer des Burkinabés. C'est ce que nous vivons. Donc, des individus ont été manipulés, sont venus s'en prendre aux Burkinabés et nous sommes en train de nous organiser pour les faire face. C'est vrai que la lutte a duré, beaucoup de gens ont souffert depuis ces années, mais actuellement, nous pouvons vous dire que nous sommes sur des rails assez solides parce que la première des choses, tout ce que vous voulez faire dans la vie, il faut s'organiser. Il ne faut pas aller en rang dispersé, comme on aime le dire. Même à l'école, dans vos jeux, on vous l'apprend, n'est-ce pas? Lorsque vous vous tenez la main pour être plus fort, ou lorsque chacun se met dos à dos pour pousser l'autre pour être plus fort, c'est ça. C'est une manière de vous apprendre à ne pas aller en rang dispersé et de s'organiser. Il s'agissait pour nous d'organiser l'armée d'abord. Donc c'est ce qui est en cours. Il faut organiser pour que les gens puissent aller au combat, des gens qui se connaissent. Lorsque vous ne vous connaissez pas, c'est compliqué. Donc cette phase est en cours et c'est très bien évolué. Deuxième chose, c'est l'équipement. Nous avons vécu beaucoup de situations sur le terrain. C'est comme j'ai dit, ce que nous avons vécu, nous ne souhaitons pas que demain, les autres vivent la même situation. Il fallait équiper les forces. Nous sommes sur cette question. Beaucoup de gens aujourd'hui sont très bien équipés. En tout cas, sur ce volet, on a fait un gros effort, justement avec le peuple qui a compris la mission. Vous savez que ce n'est pas de la magie qu'on a fait. Voilà, nous avons exposé la situation au peuple. Nous avons demandé à ce que les gens contribuent pour pouvoir équiper les forces. Que ce soit en protection individuelle, en moyens roulants, les armes, les munitions. Aujourd'hui, l'équipement, ça va. Les gens arrivent à être déployés de façon convenable et la lutte avance. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de zones où nous avançons, nous réinstallons les populations au fur et à mesure et nous consolidons parce que lorsqu'on installe, il faut installer d'autres forces avec pour pouvoir les assurer un minimum de sécurité et nous avançons au fur et à mesure. Donc a priori, nous pouvons vous dire que partout au Burkina, les opérations se mènent. Que ce soit à l'extrême, toutes les frontières, nous menons des opérations et nous installons les populations au fur et à mesure. Donc vous pourrez le constater plus tard. Nous ne donnons pas généralement les noms de tous les villages réinstallés, mais à chaque jour, en tout cas, les villageois retournent sur leur terre et essaient de réorganiser la vie avec les FDS et les VDP qui concourent donc à assurer leur sécurité. Donc voilà un peu le point. Ça avance très bien et nous sommes en tout cas reconnaissants de tous ceux qui se battent actuellement. Et nous ferons tout pour leur donner tout le nécessaire pour y arriver. Lorsque nous ne pourrons pas, nous reviendrons vers le peuple et nous leur dirons nous avons besoin de ci, de ça et encore plus de sacrifices. Le dialogue entre le président de la transition, Ibrahim Traoré, et de jeunes journalistes marque un moment inédit dans la communication politique au Burkina Faso. Pour la première fois, un chef de l'État se prête à un échange direct avec des enfants, non pas dans un cadre protocolaire figé, mais dans une atmosphère d'écoute et de partage d'expériences. Cette démarche n'est pas anodine. Elle traduit la volonté d'inscrire la jeunesse au cœur du débat national et de la construction de l'avenir. Le témoignage personnel du président sur son enfance, marqué par la rigueur, le travail et les difficultés matérielles, met en lumière un élément essentiel, la résilience individuelle face à l'adversité. En racontant ses marches quotidiennes de plusieurs kilomètres pour aller à l'école, ses repas parfois limités à 1 par jour, ou encore son engagement à aider sa mère dans ses activités, Ibrahim Traoré veut transmettre un message de persévérance et de discipline. C'est aussi une façon de rappeler que la réussite, dans un pays confronté à de multiples défis, repose sur la détermination et la capacité à maintenir le cap malgré les obstacles. Sur le plan politique et social, l'entretien aborde 3 axes majeurs. D'abord, la lutte contre la déscolarisation causée par le terrorisme. Des milliers d'enfants ont été forcés d'abandonner l'école en raison de l'insécurité. Le gouvernement mise sur la construction d'écoles modernes dans des agglomérations sécurisées afin d'offrir un environnement d'apprentissage de qualité et adapté aux réalités locales. Ensuite, la protection des droits de l'enfant est évoquée comme une mission prioritaire de l'État. Pour le président, la garantie du droit à la vie et à la sécurité passe par la mobilisation des forces armées et de la population.
il rappelle que chaque combat mené contre le terrorisme est avant tout destiné à assurer aux enfants un avenir paisible. Enfin, l'entretien met en avant la question de l'inclusion, notamment pour les enfants vivant avec un handicap. La volonté affichée est d'intégrer pleinement leurs besoins dans les futures infrastructures scolaires et de tendre vers la gratuité totale de l'éducation. Cette ambition s'inscrit dans une vision plus large, faire de l'école un droit universel, indépendamment des conditions économiques ou physiques. La partie la plus émotive de l'entretien reste le micro-trottoir, où les enfants expriment leurs rêves, paix, santé, éducation pour tous, fin des mariages forcés. Ces aspirations simples et profondes révèlent une vérité. La jeunesse burkinabé, même dans l'adversité, garde une conscience claire des enjeux fondamentaux. Ibrahim Traoré, en réaction, souligne que la situation actuelle a mûri les enfants avant l'âge et que son combat politique vise à leur rendre ce que lui-même a connu dans son enfance, un minimum de stabilité, de sécurité et de joie de vivre. En toile de fond, cet échange traduit aussi un changement de paradigme dans la gouvernance. Parler aux enfants, c'est parler au futur du pays, mais aussi aux familles, car chaque enfant porte la voix de sa communauté. Le message est clair. La construction du Burkina Faso de demain ne se fera pas uniquement dans les bureaux des décideurs, mais aussi dans les salles de classe, les foyers et les rêves de ses plus jeunes citoyens. Cet échange met également en lumière un aspect souvent négligé dans la communication d'État, la pédagogie politique. En choisissant de s'adresser aux enfants avec simplicité et authenticité, Ibrahim Traoré démontre qu'il est possible d'expliquer les réalités complexes du pays sans se perdre dans le jargon administratif. Les enfants, par leurs questions directes et sincères, obligeant le responsable politique à aller à l'essentiel, à sortir du discours codé et à s'engager sur des promesses concrètes. D'un point de vue stratégique, cet entretien s'inscrit dans la construction d'une image présidentielle proche du peuple, en particulier de la jeunesse. Dans un contexte où la confiance envers les institutions est souvent ébranlée, ce type de communication sert à renforcer le lien affectif entre les citoyens et leurs dirigeants. En s'exposant à des questions spontanées et parfois sensibles, le président montre qu'il accepte la transparence et la confrontation aux attentes réelles de la population. Le président insiste sur la nécessité de changer la manière dont les Burkinabés perçoivent leur propre pays. Il dénonce les programmes scolaires hérités de l'époque coloniale qui occultent les richesses, les potentiels et l'histoire authentique du Burkina Faso. Ce projet de réécriture des manuels scolaires est une démarche profondément politique, car il vise à réarmer mentalement les nouvelles générations face aux défis de l'indépendance réelle et de la souveraineté. Le volet éducatif prend ici une dimension stratégique. Dans un pays où plus de 40% de la population a moins de 15 ans, l'école n'est pas seulement un lieu d'instruction, mais aussi un instrument de transformation sociale et politique. La gratuité annoncée comme objectif, si elle est effectivement mise en œuvre, pourrait devenir l'un des leviers les plus puissants pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et de l'exclusion. Sur le plan sécuritaire, les réponses données traduisent une conviction. La victoire contre le terrorisme ne se limite pas aux armes. Elle passe aussi par la reconstruction des villages, le retour des populations déplacées et la réhabilitation des services de base comme l'éducation et la santé. Enfin, ce dialogue avec les enfants offre une photographie fidèle des aspirations populaires. Paix, sécurité, santé, justice sociale. Ces thèmes, loin d'être de simples idéaux, sont aujourd'hui perçus comme des nécessités vitales. Le président se positionne non seulement comme chef militaire, mais aussi comme protecteur des espoirs collectifs.